présents pour cette première session de webinaire que nous organisons cette année. Donc, suite aux conditions un petit peu spéciales, nous avons décidé d'organiser 3 sessions de webinaire online, 3 sessions qui se feront une fois par semaine, tous les mardis. Donc, la semaine prochaine, nous aurons une session qui porte principalement sur les tests de fertilité dans le domaine du contrôle environnemental. Et le mardi suivant, le 1er décembre, nous aurons une autre session concernant l'identification des isolats que vous pouvez retrouver lors de vos suivis environnementaux. Et donc, pour la première session de cette série, donc nous allons parler des nouveaux milieux qui peuvent être développés pour le suivi environnemental, principalement dans l'industrie pharmaceutique. Alors, cette session sera donnée par Marc Moreau, un collaborateur qu'on connaît depuis pas mal d'années maintenant. Marc est microbiologiste, ingénieur en microbiologie. Il a déjà 8 années d'expérience dans le support technique auprès de différents fabricants de produits à destination du QC microbiologique en pharma. Et Marc a récemment rejoint l'équipe de Pharma Media Dr Müller. Donc pour ceux qui ne connaissent pas PMM, donc Pharma Media Dr Müller, c'est un fabricant allemand qui développe et produit des milieux à destination de l'industrie pharmaceutique. Donc, Marc, je te laisse la parole pour cette session. Merci beaucoup. Merci Linda. Bonjour à tous avant tout et merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire qui aura pour objet les nouveaux développements pour les milieux de suivi environnemental dans l'industrie pharmaceutique. Et merci également à la Consulte pour l'organisation de ce webinaire. Donc, nous, Pharma Media Dr Müller, on travaille depuis 2018, ça fait 3 ans à peu près qu'on travaille ensemble, malgré la longue expérience de plus de 25 ans de la Consulte dans le domaine du laboratoire. Et merci d'avoir fait une introduction rapide, Linda. Je ne vais pas revenir de manière extensive dessus, ce n'est pas vraiment le sujet de cette session. Mais j'espère au travers de cette présentation, qui sera vraiment axée sur les milieux de culture, qu'on va pouvoir avoir un échange sur des thématiques qui ne sont pas nécessairement souvent abordées dans le milieu pharmaceutique. Donc, PMM a été créé en 2013 à partir d'ingénieurs et de cadres d'autres entreprises pharmaceutiques qui avaient à cœur de dédier leur savoir-faire uniquement au contrôle environnemental dans le pharma. Donc, la production, le développement, la qualification des milieux de culture, tout est fait ici en Allemagne, pas loin de Francfort, depuis bientôt 8 ans. Notre vocation, c'est vraiment d'assurer une sécurité et une fiabilité pour les milieux de culture afin de réduire les risques, comme on va le voir dans les prochaines diapositives, pour vous en tant que producteur pharmaceutique. On est à la fois sur la fabrication de produits très standards comme TSA, SDA et bien d'autres, mais également dans la fabrication de milieux à façon selon les développements qui sont nécessaires de part en Europe et de par le monde entier. Aujourd'hui, notre expertise nous permet de couvrir environ 20% du marché pharmaceutique européen pour le suivi environnemental et un petit peu plus d'activités en dehors de l'Europe, notamment en Asie. Tous nos milieux sont des milieux prêts à l'emploi, donc avec une conservation de longue durée à température ambiante. Donc, quand on parle des milieux de culture, c'est vrai que c'est un domaine qui n'est pas forcément très tendance. On en parle très peu dans des conférences comme Pharmig, plus en Angleterre, ou A3P en France. Il y a peu de thématiques qui sont dédiées.
c'est un sujet un peu démodé qui a été vu, revu, re-revu. Les milieux de culture sont disponibles dans tous les pays, avec plusieurs fabricants. Et c'est depuis longtemps très peu de sujets qui sont développés dans les conférences. Donc, ce qui fait que le nombre d'acteurs dans la production de milieux de culture étant de plus en plus faible, c'est un savoir-faire qui tend à disparaître. C'est la raison principale pour laquelle j'ai choisi de rejoindre Pharmamedia Dr Müller. C'est parce que c'est un savoir-faire qui, malgré tout, est très, très pointu. On travaille sur du vivant, c'est de la microbiologie, donc un domaine qui, malgré qu'on soit toujours sur du cultivable, est en plein développement. Et je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui, durant une petite demi-heure, quelques-uns de ces développements qui sont toujours d'actualité et qui arrivent dans le domaine pharmaceutique pour une plus grande sécurité de fabrication des médicaments. C'est vrai que la validation est en général fastidieuse, que les milieux peuvent causer des problèmes, parce qu'encore une fois, les matières premières font qu'on est sur du vivant. L'agar est extrait d'une algue, par exemple. Les peptones de levure, donc encore une fois du vivant, et leur qualité, la qualité des matières premières, des process de fabrication, vont grandement influencer la qualité du produit fini. Du coup, ces milieux sont cruciaux pour vous assurer de libérer des produits pharmaceutiques avec une qualité qui correspond à vos standards et aux standards européens et mondiaux. Donc les bactéries, c'est vrai, peuvent causer beaucoup de problèmes, mais sont quand même vraiment fascinantes parce qu'elles nous permettent, de par leur étude, d'améliorer constamment nos milieux de culture. Dans un premier volet, je vous propose de revenir sur la qualité et le développement des milieux de culture. C'est vrai que les milieux sont présents depuis de nombreuses années. On a tous vu des photos de Pasteur ou Koch en Allemagne en train d'inoculer une boîte de pétri dans une forme un peu différente. Donc, ça fait bien plus de 100 ans que les milieux de culture existent. Pourtant, contrairement à une croyance qui est encore populaire, TSA, ce n'est pas seulement TSA. Il y a bien plus derrière. Donc, les milieux de culture sont critiques pour la production et la libération de vos produits, en termes de disponibilité, bien entendu. Pour la qualité de vos produits, un faux positif peut être amené par la manipulation du milieu de culture ou par un problème dans la production du milieu de culture. Donc là aussi, les fabricants de milieux travaillent en permanence pour réduire ce risque lié aux manipulations par les opérateurs et le risque de contamination durant la fabrication ou le déballage du produit quand il arrive sur la zone de test. Un risque de faux négatif également, que si on ne détecte pas un contaminant, si le milieu n'a pas été suffisamment fertile durant une période suffisamment longue, pendant toute la durée de vie, ou simplement un échec dans la fertilité du milieu de culture, donc qui sera plus développé la semaine prochaine par Microbiologix, ça peut être un réel risque pour le patient, pas seulement de par la fertilité avec les souches de la pharmacopée, mais aussi au regard des souches environnementales. Et les fabricants de milieux de culture développent en priorité leur milieu en utilisant de plus en plus de souches usines issues de gens, d'entreprises comme les vôtres, qui fabriquent des ingrédients pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques finis, pour qu'on puisse améliorer, revalider constamment nos processus de fabrication pour les rendre encore plus sécuritaires. Donc pour diminuer le risque également pour vous, le fabricant, de libérer dans la nature un produit qui ne serait pas propre d'un point de vue microbiologique à l'utilisation. Bien sûr, il y a également un facteur coût. L'achat des milieux de culture est une ligne qui est de plus en plus importante pour le contrôle environnemental, mais aussi les dépenses qui y sont liées sont très importantes. Et c'est là où les innovations apparaissent de plus en plus. Le transport de milieux de culture va avoir un coût. Si on peut vous fournir des lots plus grands, des lots qui vont avoir une meilleure durée de conservation, qui vont se transporter avec une tolérance supérieure aux écarts de température, de ce fait, ça va limiter
dans votre budget laboratoire les dépenses liées à ces milieux. Donc ça nécessite bien sûr un développement constant et se pose toujours, aussi bien pour vous que pour nous, un dilemme de la qualité et du coût des milieux de culture, où on essaie en permanence d'apporter un compromis idéal pour que ça soit conforme aux pharmacopées, conforme à vos attentes en tant qu'utilisateur et conforme pour nous à ce qui est faisable techniquement. Donc un développement continu. Il y a longtemps, les milieux de culture étaient faits à l'autoclave, voire même avant dans des conditions un peu plus sommaires. Et puis est apparue l'apparition de neutralisants. S'en est suivi l'externalisation de la fabrication des milieux de culture, parce que nombre d'entre vous ne le fabriquent plus aujourd'hui, parce que vous considérez très probablement que votre valeur ajoutée n'est pas dans leur fabrication, leur validation, leur contrôle à toutes les étapes, mais est plus dans la fabrication de produits pharmaceutiques, dans lesquels vous souhaitez concentrer toute votre expertise. C'est pour ça aujourd'hui que des entreprises comme PMM existent et se développent parce qu'on s'est spécialisé dans cette expertise pour fournir des milieux prêts à l'emploi spécifiquement pour vous. Est apparu ensuite le triple emballé et gamma irradié pour répondre à vos besoins de classe A et parfois de classe B, pas seulement pour les classes C et D. Depuis quelques années, on voit de plus en plus apparaître des audits fournisseurs. On reçoit un grand nombre d'audits tous les ans, un peu moins cette année à cause du Covid, bien entendu. Mais il ne se passe pas un mois sans qu'on reçoive une entreprise pharmaceutique, petite, moyenne, grand groupe, qui souhaite nous auditer parce que vous êtes bien conscient qu'aujourd'hui, vous avez mis entre nos mains la fabrication des milieux de culture et vous avez vraiment besoin de savoir que toute la fabrication et l'utilisation se fera dans des conditions optimales de sécurité pour vous et vos patients. Et plus récemment, se pose la question de la preuve d'efficacité des neutralisants. On voit des désinfectants qui sont toujours plus forts, avec de nouvelles molécules, des nouvelles combinaisons qui arrivent sur le marché. Du coup, ça implique de prouver que nous pouvons, avec les milieux de culture actuels, neutraliser l'activité antimicrobienne des désinfectants ou des résidus qui sont laissés sur les surfaces. Donc, pour vous donner un aperçu rapide de l'évolution des milieux environnementaux, donc les habitudes ont considérablement changé ces 20 dernières années. Du coup, en tant que producteur, on a dû s'adapter, bien entendu. Il y a 20 ans, il y avait beaucoup moins de contrôle, beaucoup moins de demandes par rapport à aujourd'hui, ce qui nous a obligés à revoir complètement nos process de fabrication pour produire à plus grande échelle, ce qui se traduit par des produits bien plus standardisés, avec des lots bien plus grands pour vous, donc moins de contrôle qualité. Si on peut vous fournir un lot qui est à fabrication à 12 mois de péremption, donc quand vous le recevez 10, 9, 10, 11 mois, ça réduit considérablement le budget de contrôle qualité par rapport à des fabrications comme on voit dans certains pays où le milieu est fabriqué toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ce qui induit un test de fertilité. Quid du coup si on doit utiliser en parallèle le milieu de culture qui est en cours de qualification, en cours de contrôle qualité, et qu'on se rend compte qu'à la fin du Sécu, la fertilité ne passe pas. La nature des milieux elle-même a changé. Il y a 20 ans, on retrouvait un mix entre TSA et Saburo. Aujourd'hui, Saburo représente moins de 5% de l'utilisation. On retrouve principalement TSA dans toutes les industries pharma en Europe. La présence de neutralisants également. La présence de neutralisants également. Il y a 20 ans, on n'en retrouvait pas, très peu. Aujourd'hui, la grande majorité des milieux de culture de TSA sont fournis avec lécithine twin, histidine thiosulfate. Les producteurs également. Il y a 20 ans, c'était une production proche du flux laminaire de classe C, voire D, donc un risque plus élevé de contamination, alors qu'aujourd'hui, on retrouve du B, C, et dans notre cas, ça se rapproche plus de la classe A que de la classe B.
parce que vous avez, en tant que fabricant pharmaceutique, des exigences qui sont de contrôle de produits en classe A. Ça a du sens qu'on s'y adapte et qu'on vous fournisse une fabrication qui va s'en rapprocher le plus possible. Il y a 20 ans également, le milieu était produit en interne. Il y avait des gens dont les connaissances étaient dédiées à la production de ces milieux de culture. Aujourd'hui, on est sur une tendance inverse, avec une externalisation, donc des producteurs qui sont très spécialisés dans ces domaines-là, et vous avez pu dédier votre expertise à d'autres domaines. Donc, rétrospectivement, il y a un peu plus de 20 ans, est apparu le TSA triple emballé et gamin irradié, ce qui a permis une introduction plus facile en classe A. La durée de vie s'est ensuite allongée. On a trouvé des process qui nous ont permis de stocker à température ambiante, notamment avec la manière dont l'emballage a été fait, les différents types de matériaux plastiques qui ont permis d'emballer les milieux de culture, les suremballages qui permettent de garder une bonne homogénéité durant la conservation. Les neutralisants sont ensuite arrivés, principalement avec des initiatives en Europe de l'Ouest, notamment en France. Les autorités françaises 2007-2008 ont été très moteurs dans l'apparition de TSA avec des neutralisants. Donc, s'en sont suivies d'autres modifications, plus sur l'ergonomie, la facilité, la sécurité de manipulation, comme des fermetures sécurisées pour les boîtes contact et pour les boîtes de sédimentation, ce qui permet d'éviter d'avoir le couvercle de la boîte qui risque de se désolidariser, donc un risque potentiel de contamination. Et plus récemment, depuis 2016, on voit apparaître des nouveaux types de neutralisants. De notre côté, un neutralisant qu'on a choisi d'appeler U+, qui permet une plus grande neutralisation des désinfectants actuels, qui sont toujours plus agressifs. Et cette année, on a le plaisir de présenter pour la première fois, depuis cette année, oui, un nouveau milieu qui à la fois contient ce neutralisant et des agents qui permettent de réduire l'envahissement des milieux de culture. Donc l'envahissement des milieux de culture qui sera la deuxième partie de cette présentation. Donc, beaucoup d'autres changements que, en tant qu'utilisateur, parfois vous percevez, mais la plupart du temps, vous ne percevez pas du tout. Parce que ça nous permet simplement d'améliorer nos process pour vous rendre la vie plus facile, mais graduellement, comme la qualité des matières premières. Je parlais de l'emballage la matière plastique qui permet d'emballer, de suremballer les milieux de culture, qui permettent une perméabilité différente à l'oxygène et aux vapeurs d'eau. Donc, éviter la condensation, ce qui est toujours un plus pour vous. Réduire les risques de fissures et de contraction du milieu. Donc, on a agi à ce moment-là sur l'aspect de la boîte de pétri en changeant des détails infimes sur le moule, sur la matière plastique qu'on utilise. Ça va réduire significativement les risques de fissures quand on le place dans l'isolateur ou les risques de contraction du milieu durant l'incubation. C'est toujours désagréable pour vous de vous retrouver avec un milieu de la taille d'une pièce de 2 € quand vous avez incubé une boîte contact. C'est des retours qui nous sont tout aussi désagréables quand on entend ça. Ça nous a poussé à vraiment améliorer la qualité des matières qui nous permettent de fabriquer les boîtes de pétri. Donc, améliorer nos connaissances des neutralisants pour avoir des meilleurs mix de neutralisants, meilleures matières premières, réduire les imperfections sur les boîtes et aussi la manipulation des boîtes. On se rend bien compte que quand vous utilisez une boîte avec les gants en classe A, c'est pas ce qui est le plus facile, c'est pas comme ouvrir une boîte sur un coin de bureau et la mettre sur le bureau pour faire une démo. Du coup, on a changé des petits détails comme la surface externe de la boîte contact qui est un peu plus grande. Il y a quelques années, elle faisait 3-4 mm. Aujourd'hui, on l'a amenée à 6 mm. Ça paraît pas beaucoup, mais quand on l'attrape avec des gants en classe A, ça fait une différence énorme. On a beaucoup joué sur le test des matières premières également, donc, pour améliorer les résultats de fertilité et de stabilité. Je vous propose ici une vue d'un test avec des extraits de levure
comme beaucoup de fabricants, on remet constamment en cause la qualité de nos fournisseurs. Donc, on voit en rouge des courbes, une série de courbes avec notre fournisseur habituel d'extrait de levure, et en bleu et violet, un fournisseur alternatif. Si vous regardez l'échelle horizontale, on peut voir que la phase de latence pour notre fournisseur de référence est d'à peu près 600 minutes, une dizaine d'heures, où on se retrouve après avec une croissance exponentielle tout à fait classique d'une croissance microbienne. Avec le fournisseur alternatif, elle est d'à peu près 20 à 24 heures. Certes, on se retrouve avec une pente plus forte, une croissance plus forte une fois la phase de latence passée. Par contre, on doit attendre beaucoup plus longtemps, ce qui nous a conforté dans la qualité de notre de notre fournisseur de référence, qui après une période de 12 heures, on commence à vraiment voir apparaître une croissance microbienne. Donc, potentiellement, vous qui jetez un œil à vos boîtes en moins de 24 heures, à ce moment-là, vous pouvez clairement voir même des colonies de comme Gram+, qui vont être minuscules, beaucoup plus facilement qu'avec des matières premières où on aurait un temps de latence beaucoup plus important. Sur le deuxième volet, la neutralisation des désinfectants. Donc, les milieux changent énormément, bien entendu, et les connaissances qui permettent d'améliorer les milieux de culture également. Donc, en suivant des initiatives des autorités européennes en 2007, on a commencé le développement d'autres neutralisants, et récemment, ces 20 dernières années, un sujet qui était de plus en plus populaire, c'est la réduction de l'envahissement. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas su être développé pendant assez longtemps, et aujourd'hui, on a enfin trouvé la solution pour fournir des milieux de culture qui permettent d'éviter de se retrouver avec un bacillus, Lysini-bacillus ou Penibacillus, qui envahira les 3/4 de la boîte après 24-48 heures, et ainsi rendre en résultat impossible à lire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le statut de la salle contrôlée? Donc, l'alcool très largement utilisé, bien entendu, ou le schnapps en Allemagne, pourquoi pas, pour désinfecter. Donc, la désinfection à l'alcool ne fonctionne pas à 100%, spécialement sur les sports. Donc, il a fallu trouver des méthodes de neutralisation efficaces, aussi bien avec l'alcool qu'avec d'autres matières, qu'avec d'autres désinfectants, pour pouvoir trouver la bonne solution. Si on se penche sur la pharmacopée européenne, le chapitre 2.6.12, la table 2, Common Neutralizing Agents for Interfering Substances, on peut voir une liste non exhaustive, bien entendu, de substances qu'il va falloir neutraliser. Glutéraldéhyde, des composés à base de mercure qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, ou très peu, des phénols, alcool, aldéhyde, sorbate, ammonium quaternaire, et bien d'autres. Donc, les neutralisants les plus communs, LT-HT, donc lécithine, polysorbate, histidine et thiosulfate. Donc, historiquement, aux États-Unis, on trouve de moins en moins d'histidine et de thiosulfate, puisqu'ils utilisaient principalement des composés phénoliques, donc qui ne requièrent pas la présence d'histidine ou de thiosulfate pour la neutralisation. Donc une composition malgré tout un peu différente entre l'Europe et les États-Unis. Donc, pas de concentration de mentionner dans la pharmacopée européenne ou américaine, puisqu'elles sont harmonisées, mais des concentrations actives en solution qui ne sont pas applicables dans le milieu fini, donc dans le milieu gélosé. Et les problèmes qu'on retrouve aujourd'hui principalement sont liés à l'inactivation de certains composés, comme les ammoniums quaternaires. C'est aujourd'hui la principale source de demande. Comment neutraliser et bien neutraliser, valider une méthode pour neutraliser les ammoniums quaternaires et dans certains cas des aldéhydes. Quand on désinfecte, on retrouve bien sûr une certaine efficacité avec la grande majorité des bactéries qui vont être détruites. On parle de l'application du désinfectant. Une partie du désinfectant
va être remis en suspension dans l'air, donc des composés volatiles, mais on va aussi avoir des résidus. Et les résidus, dans certains cas, ne vont pas vraiment poser de problème, comme pour les résidus à base de chlore. Donc pour les désinfectants chlorés, c'est principalement la phase gazeuse qui est efficace pour la désinfection. Les résidus qui vont être laissés sur la surface de travail, certes, sont très visibles, mais n'ont pas de réelle activité antimicrobienne. Ce qui n'est pas du tout le cas des ammoniums quaternaires, qui sont parmi les plus utilisés aujourd'hui, où on retrouve des résidus qui sont très efficaces. Malgré la présence de désinfectants avec peu de résidus, donc ces désinfectants low résidus, en les appliquant jour après jour, ça fait tout de même une quantité non négligeable présente sur la surface de travail, donc potentiellement une activité différente également. On a mené une étude du coup avec un milieu qu'on a développé à partir de TSA. On a simplement remplacé le thiosulfate par le désinfectant, par un neutralisant de notre fabrication qu'on a nommé U+. On a utilisé les principaux désinfectants disponibles sur le marché que vous utilisez selon vos conseils et on a appliqué une dose de désinfectant analogue à celle qui est appliquée en routine. Donc 50 microlitres par boîte. Pour le calcul, 50 microlitres par boîte correspond à 30 à 40 millilitres par mètre carré de surface désinfectée. On a calculé le taux de recouvrement par rapport à l'absence de désinfectant sur les mêmes milliers de cultures, avec les souches de la pharmacopée européenne. En validation, bien sûr, ça devra être fait avec des souches usines également. Voilà un extrait des résultats obtenus, où on voit sur la gauche des exemples de désinfectants utilisés avec une concentration en ammonium quaternaire, en milligrammes pour 100 millilitres, et dans certains cas, la présence de biguanide. On a comparé le milieu TSA plus lécithine, twin, histidine, thiosulfate, donc à gauche, avec le milieu où on a remplacé le thiosulfate par le neutralisant U+. Et on voit une différence qui saute aux yeux. Dans la majorité des cas, on a un pouvoir de neutralisation pour TSA plus LTHT qui est assez faible, voire inexistante pour des fortes concentrations en ammonium quaternaire. On retrouve un taux de recouvrement qui est un peu supérieur avec des concentrations qui passent en dessous de 40. Avec le neutralisant U+, on retrouve des résultats complètement différents. Ou même avec des concentrations à plus de 800, à près de 900 même, milligrammes pour 100 millilitres, on retrouve un taux de recouvrement qui est de l'ordre de 100%. On a répété l'expérience avec les désinfectants qui n'ont pas été neutralisés par TSA plus LTHT avec une dose de 100 microlitres. Donc, on sait que dans la majorité des cas, quand vous désinfectez, vous mettez plus que ce qui est préconisé par le fabricant. Vous allez au-delà de ces 40 millilitres pour 1 mètre carré de surface à nettoyer. Donc, on a simulé une concentration bien plus importante avec une inoculation de 100 microlitres qu'on a étalé sur boîte et qu'on a laissé sécher pendant 15 minutes avant d'effectuer comme un test de fertilité. On a étalé notre suspension microbienne, on a étalé pour le contrôle négatif de l'eau stérile, bien entendu, et on retrouve encore une fois un résultat qui est tout à fait satisfaisant, proche des 100% dans la plupart des cas, des taux qui sont beaucoup plus acceptables que les 0% obtenus pour simplement TSA plus LTHT. Donc, cette comparaison a été basée sur des études qu'on a menées sur les souches de la pharmacopée, à garder en tête que c'est quelque chose qui, au laboratoire, doit être fait avec les souches usines également. Le thiosulfate peut inhiber certains bacillus. C'est pour ça qu'on a remplacé le thiosulfate aujourd'hui
par le neutralisant U+. Le thiosulfate qui est présent, mais en quantité très très faible aujourd'hui. Et malgré ça, on peut retrouver une inhibition de certains bacillus et grammes positifs. Donc, on a pu démontrer que le neutralisant U+, inactive plus efficacement les ammoniums quaternaires et, lorsqu'il y en a, les biguanides, même s'il y en a de moins en moins. Donc, l'objectif était vraiment de réduire le risque de faux négatifs sur les désinfectants contenant des ammoniums quaternaires et de donner plus de liberté quant à la validation, à l'utilisation des désinfectants pour ces mêmes ammoniums quaternaires. Pour finir, un mot sur la réduction de l'envahissement. Donc, on est bien conscient que c'est une thématique importante pour vous, pour certains d'entre vous. Lorsqu'il y a un contrôle environnemental et que vous vous retrouvez avec une boîte comme celle de gauche, ça devient compliqué de savoir quoi compter, qu'est-ce qui se cache dessous. C'est pour ça qu'en plus du neutralisant U+, on a ajouté des agents qui permettent, pour une référence séparée bien entendu, d'obtenir une réduction significative de cet effet d'envahissement qu'on retrouve avec de nombreux grammes plus. Donc, l'objectif est d'éviter une impossibilité de lecture, donc qui préviendrait la détermination du statut de la salle blanche. C'est vrai que c'est un phénomène qui est plus retrouvé en classe C et D qu'en classe A ou B. Et pour autant, c'est des milieux qu'on retrouve de plus en plus utilisés dans des zones adjacentes, donc aux classes B principalement. Il y a quelques années, PMM a fait un test, a ouvert une discussion sur le sujet des bactéries envahissantes auprès de l'Association of Chemical Pharmaceutical Microbiologists en Allemagne. Et on a été assez surpris de voir que pratiquement tous les producteurs pharmaceutiques y ont participé. Donc il y a soit un intérêt en préventif, soit un intérêt curatif, que ces bactéries qu'on ne retrouve pas forcément à contrôle environnemental, mais qui peuvent se retrouver à nouveau sur boîte après un mois, un an, peut-être même plus. Donc, il n'y a pas de solution universelle aujourd'hui pour contrôler l'envahissement. Il y a des solutions qui existent dans d'autres domaines. Dans le clinique, par exemple, un milieu qui s'appelle CLED permet d'inactiver l'envahissement des grammes négatifs. Ici, on a dû jouer à la fois sur les grammes positifs et également quelques grammes négatifs. Je vous propose quelques photos de comparaison, du coup, qui permettent de comparer les résultats obtenus pour une même souche envahissante sur le nouveau milieu de culture avec réduction d'envahissement, RS, et un milieu tout à fait classique, TSA, LTHT. On retrouve le Bacillus subtilis, après 6 jours d'incubation, une différence significative. C'est un isolat pour lequel on n'avait pas de nom, un gramme positif, principalement des grammes positifs, bien sûr pour vous. On retrouve des Lysini bacillus, des souches purulentes, régulièrement, aérobies, Bacillus cereus, Bacillus allosaccharovorans et bien plus. Donc, juste pour vous montrer quelques exemples d'isolats clients qui nous ont été envoyés et les résultats qu'on a pu obtenir. Donc, on a testé 18 catégories d'isolats aujourd'hui. 14 ont montré une très forte réduction du taux de l'envahissement et 4 ont été peu affectés. C'est principalement des espèces du genre Penibacillus, et plus particulièrement Penibacillus glucanolyticus. Donc la souche avait une faible réduction de l'envahissement, mais dans aucun cas on a pu observer une inhibition de la croissance. Donc, inhiber l'envahissement, c'est bien, mais si la bactérie n'a plus aucune croissance, ce n'est pas du tout l'objectif de ce milieu de culture. On veut à tout prix éviter des faux négatifs. Donc aucun faux négatif observé à ce jour pour des isolats clients. Pour finir, un dernier exemple sur les levures et moisissures. On pense beaucoup aux bactéries envahissantes, mais on se retrouve facilement avec des moisissures très envahissantes. Et je vous propose ici les résultats d'inoculation d'Aspergillus
où on retrouve un phénomène qui est assez extrême. De loin, on dirait des levures, mais à y regarder de près, on voit que le mycélium croît de façon verticale. Donc après 6 jours, on voit vraiment une colonie qui développe un petit mycélium assez dense à la surface. Donc c'est un des exemples assez extrêmes, mais tout à fait intéressant, parce qu'il arrive régulièrement que les moisissures soient la principale cause d'envahissement du milieu de culture. Donc, on est en train de mener plus de tests encore avec les isolats clients. 18, c'est pas mal, ça nous a permis d'obtenir des très bons résultats, mais on en a en permanence en test dans toute l'Europe. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous engage vraiment à entrer en contact avec Linda et on peut très bien vous envoyer des milieux pour que vous puissiez les tester sur vos souches envahissantes. Je laisse ça à la discrétion de Linda, bien entendu, qui sera votre meilleur interlocuteur pour cette discussion. Donc, merci beaucoup pour votre attention. C'est tout pour cette partie de la présentation. Et si vous avez des questions, je pense, Linda, qu'il est prévu une petite session d'une quinzaine de minutes, c'est bien ça? Alors oui, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à l'envoyer ici donc dans le chat. Il y a moyen d'envoyer des messages. Donc si vous avez là maintenant des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer pour que je les pose à Marc. Et sinon, si ça vous revient plus tard, n'hésitez pas à envoyer un petit mail ou un coup de téléphone pour en discuter. Je ne sais pas du coup si pour le moment il n'y a pas de questions. Ne soyez pas timide. Surtout par webinaire, je ne risque pas vous mordre ou vous contaminer, profitez-en. Donc, si vous souhaitez en discuter plus au téléphone, en face à face, individuel avec Linda, on comprend tout à fait et on sera vraiment ravis de pouvoir en discuter au cas par cas, si vous préférez. Oui, oui.